Independent film is hot, and its heat is increasingly international. In New York's Soho district, Canape caught veteran American filmmaker Jerry Schatzberg directing rising French star Guillaume Canet. Both took time to talk about The Day the Ponies Came Back, a project that mixes French and American perspectives for a universal theme. Basically, the film is about this Frenchman who is looking for his identity, and he feels if he finds his father, he'll find his identity, but he does find his identity in the search for his father. We've been shooting a lot in the Bronx. Right now, we're here in Soho, and that's the location where Danielle comes, and they give him a loft in Soho to live in. We've been shooting in Brooklyn and Dumbo. We've really been all over the place, which is something that I like because it gives me a chance to show New York the way I know it through the eyes of a European who has never traveled. Because my character is very provincial, comes from a small town, maybe an hour or two from Paris. And he's never ever traveled. He's very much of a recluse. He's very introspective. He stays with himself. And this is his first time out. And the reason he's come is not to find his father at first. He decides that after. But he comes to do a favor for a friend because my character is almost a genius at being able to change the tone of brass musical instruments. And his friend has bought some in Germany that are totally misconfigured, and he has pleaded with him to come over and do this. He doesn't want to, but he feels he has to do this for a friend, and he does come over. And he just comes into this whole New York experience, which I love, being born here and lived here. And I try to show some of it through his point of view. As a matter of fact, I'm even shooting his point of view digitally, so that it has a different character. I didn't know so well New York. I came 3 years ago with a friend of mine. We arrived in New York in the airport. We didn't know where to go, so we just make some phone calls and try to reach some people and to stay. We stayed for 1 week. So I came before 3 years ago. I came with my parents, but a long time ago. I can't really remember how was it. And just before shooting the film, I came for 2 weeks here, and that's how I met Jerry at the really last moment to do the film. Jerry wants to ask me, to tell him how I was surprised about, little things in New York. Like you don't know when you arrive in New York, you see some things, in the street, some people or some buildings or something, and he asked me to tell him about that, so he can have some idea, in the film. And in New York, I don't know, the way that the melting pot, the way that you see everybody coming from all over the world. It's really, it's really interesting because I don't know so well the United States, but I've been some other place. And I think New York is really different from other places in the United States. The way it's very European, I think, And I don't know, people are very nice. I love the life here. I really love New York. I love, because it's really energetic, People are, a lot of people are working, so they're always like in a rush and everything, and I like that. Acting is a very special talent, and I don't think you can learn that. I mean, you either have it or you don't have it. Guillaume has it, and I can say I want it to be this, I want my character to be that, but it takes that talent to be able to give it. Now, with all the good actors I've worked with, and I've worked with some really wonderful actors, I'm always amazed at how much they contribute to their character, to the film, because they're always in character. They see things that I wouldn't see, but they give me the choice of saying yes or no to it. And Guillaume is one of those actors. I mean, he'll come up with ideas that are just wonderful for the character, for the plot. And I just like to have that kind of contribution. I mean, you hire people to contribute to this. There's so many people involved that you hope that everybody is contributing. And he came late in the film, but it was almost like a blessing because he really is good at it. I mean, he's really, for me, one of the best up-and-coming young actors, American or European. It really is good.
Actress, singer, activist, and cultural star Juliette Gréco has been captivating audiences on both sides of the Atlantic for 50 years. What makes this petite femme so fatale for French and American audiences? Canape gives a view of a legend who still charms. Je sais qu'il le suit, même en hiver, et qu'il sourit jamais de travers. Sa voix a traversé un demi-siècle d'histoire, puissante, troublante et surtout intacte. C'est un rêve. J'étais une petite fille, petite jeune fille à peine perdue, et je suivais des cours de théâtre, voilà. Et je passais là-devant, et je touchais les colonnes, et je disais, j'entrerai jamais là-dedans, ça m'arrivera jamais. Et la petite fille a grandi et l'adolescente s'est transformée. Lorsque la nuit Depuis les caves embrumées de Saint-Germain-des-Prés, Gréco a vécu, a chanté et s'est battu pour son idée de la liberté. Égérie, muse, compagne et s'éveille femme avant tout. minuscule en son tombeau couvert. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines, ça va que ça va durer toujours la saison, et des la saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, et si tu crois mou, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil et planète, tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Ta raie sournoise s'approche, la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, les roses, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, si tu ne fais pas ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Il n'y a que la coquille qui a vieilli. L'intérieur est absolument semblable à ce qu'il était il y a des années. Je ne suis rien d'autre qu'une femme qui avance dans la vie et qui essaie de progresser. Je ne suis rien d'autre que ça. Je suis rien d'autre que quelqu'un qui est en quête perpétuelle de reconnaissance et d'amour. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Admired in France as a great director of theater and opera, Patrice Chéreau impressed American audiences with his sumptuous film Queen Margot.
His inventive, stylish new film, Those Who Love Me Can Take the Train, sends us a telegraph about the state of Bohemia in Paris in the late 90s. The director explains to Canape how a death can be a new start for those who remain. Le film s'appelle Ceux qui m'aiment prendront le train. Il commençait par un voyage en train, c'est tout. Du jour où j'ai choisi ce sujet, le film commençait par des gens qui se rencontrent à la gare de Salitz, qui prennent un train jusqu'à Limoges. Après, il peut se passer plein de choses, il y a des gens qui partent en route, etc. Qui arrivent au cimetière et qui repartent, qui vont dans une maison et qui repartent. Donc tous les décors étaient là, d'un seul coup, obligatoirement. Comme tous les enterrements. Comme tous les enterrements où on se déplace en dehors de Paris. Compte, c'est la famille qu'on se choisit. Et la famille que Jean-Baptiste a choisie, c'est nous. Tais-toi. Elle laisse là, elle a du chagrin, elle a le droit. Heureusement, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle l'a violée un jour à Madrid, on n'était même pas nés, elle a aucun droit. Connasse. Et le plus marrant, c'est que ça me fait ni chaud ni froid de retourner à Limoges. Rien. C'est dingue, non? C'est dingue. Ça aurait été agréable de se revoir dans d'autres circonstances, non? Ah oui, ça tu l'as dit, oui. En même temps, on peut pas dire qu'on s'envahisse sur les répondeurs. Tu le voyais beaucoup, non? Qui, Jean-Baptiste? Je sais vraiment pas quoi te dire. 2 cafés, s'il vous plaît. Et j'ai pensé que ce titre était un très beau titre de film. C'est une phrase très belle, très énigmatique, et qu'en même temps, ça veut dire que ça introduit une compétition et une sorte Et on rentre, par cette phrase-là, on rentre dans le cœur du film, c'est-à-dire la compétition des vivants. C'est-à-dire ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Il y a des gens qui l'ont aimé et qui ne sont pas là, qui n'ont pas pris le train, ou qui l'ont pris très tard, ou qui ont pris des avions. Et savoir quel était celui qui est le préféré, savoir quel était celui qui était le fils préféré, savoir quel est l'héritage de cet homme. Cet homme était peintre, il a eu des élèves. C'était pas forcément un très bon peintre, peut-être pas, on ne sait pas. Mais c'était sûrement quelqu'un de très fascinant et très séduisant qui avait des élèves, qui était un très bon professeur sûrement. Et donc il y a beaucoup de veufs, beaucoup de veuves, beaucoup d'amants, beaucoup de gens qui l'ont aimé et qui sont dépositaires de sa mémoire et qui prétendent l'être plus que d'autres en tout cas. C'est pas de sa faute. C'est nous. Lui, il voulait pas être un père. Peut-être que personne ne veut être père, je me dis. Il voulait pas d'enfant. Il voulait pas d'héritier. Il savait très bien ce que c'est que la famille. Il n'allait pas s'en inventer une. Il savait très bien combien ça sent la mort et les trucs minables. Depuis toujours. Moi, je crois qu'il est revenu ici que pour solder les comptes. Pour boucler la boucle. Et que ça s'arrête enfin. Il voulait pas que ça continue. Et il voulait pas continuer. Il voulait être le dernier. Et maintenant, c'est fini. En tout cas, moi, je le trahirai pas là-dessus. C'est moi le dernier. Emmerich, il n'y en aura pas d'autre. La nature fait bien les choses. Elle ne laisse pas continuer ce qui est déjà bouffé par la mort. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? L'enterrement, c'est un jour où on règle des comptes et c'est un jour où on met de l'ordre dans sa vie. C'est un jour où brusquement, plus rien n'est comme avant. Cet homme est mort et donc plus rien n'est comme avant, il faut rebâtir la vie autrement. Et on en profite pour prendre des décisions radicales, mais qui sont souvent les bonnes. Parce que finalement, on sait tout le prix de la vie et que le jour d'un enterrement, on sait toujours tous à quel point il n'y a pas de temps à perdre. Et on peut savoir pourquoi vous n'avez pas parlé au cimetière? Vous qui avez toujours des choses tellement intéressantes à dire, au moins ça nous aurait peut-être évité cette scène horrible. Mais pour dire quoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu que je dise? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Lucie veut simplement dire que de nous tous, tu es certainement celui... Ah oui, celui qui quoi? Celui qui était le plus proche de C'est Jean-Baptiste. tout ce que je voulais dire. Je ne dirais pas ça. D'ailleurs, qui était le plus proche de Jean-Baptiste? Lequel d'entre nous? Arrête, François. Mais comment ça, arrête François? Pourquoi arrête François? C'est à vous de faire un speech. Ce n'était certainement pas Jean-Marie. Non, on ne peut pas en parler maintenant. Nous sommes tous beaucoup trop bouleversés. Je suis pas bouleversé du tout. Mais ça m'est égal si vous n'êtes pas bouleversé. Je m'en fous complètement.
On ne vous demande pas d'ouvrir votre cœur. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Lucie, au cimetière? Bon, maintenant arrête, ça va, c'est quoi je... Non mais alors là, vraiment, alors là, on est tous en train de se comporter comme des gamins. Je pense que le film a une fin presque un peu optimiste. C'est-à-dire que cette mort, cet enterrement, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les gens vont être un petit peu plus clairs dans leur vie, peut-être un petit peu plus généreux les uns avec les autres. Algeria gained its independence from France more than 35 years ago. In her lyrical second novel, The Last Life, American writer Claire Massoud uses 3 generations of one family to explore what it meant to be Pieds Noirs, the French exiled from Algeria. She talks with Canape about memory, displacement, and being caught between family and history. The Last Life was born of several strands of interest. One is that my father's family has a Pieds Noirs heritage, and it's something that's important to the family and yet not something that has ever much been discussed in the family. The novel is set it's set in a number of places. It's set partly in the United States, which I know, partly in the south of France, which I know also. It is one place that, growing up, we moved around a lot. My family moved from country to country, in fact. And the one place that we always went back to was to my relatives in the south of France, and we would go there every year. And that's a landscape that's very important to me, that I love very much. The landscape of Algeria generally was more difficult because obviously it's not a place at this point that one can readily go. And so I've never been there. My grandfather had a wonderful collection of postcards, of old postcards from the 20s and 30s and 40s, many of them, unused, with pictures of Algeria, and I would sit and flip through and look at the pictures. Me as a reader, both Camus and Proust are, I'm not sure whether I would say influences, but certainly writers whose work I love and admire tremendously. One of the things that I realized about my own family, and my sense is that it's broadly true, is that there was a passion, the Pieds Noirs had a passion for that country, for the physical place, that is extremely rare. The only comparable experience that I've witnessed is going to Israel, and people feel passionately about the land of Israel in a similar way. But when I read a number of love letters between my grandparents. My grandfather showed them to me, and their love was very much bound up in the place, and their letters are about their love in that place. And I think that's something that comes across very strongly in Camus' writings, and that I think in that sense he does speak for probably a lot of Pieds Noirs and for their experience. Things that I was particularly interested in when I was writing the book was not just the questions of memory, but also of the sentence and what the sentence can do and how the sentence can in some way enact the experience of remembering. And Proust is obviously somebody who's that is his life's work as an influence. A dangerous influence perhaps, because nobody can be Proust. The Last Life is obviously about a particular set of circumstances over time, the Algerian War, the life of the Pieds Noirs in France, and ultimately about my narrator's move to the United States. But so it's about that particular Pieds Noirs experience, but it's also, I think, about displacement. I hope about displacement generally, and in fact, for me, writing the book, I don't have the Pieds Noirs experience directly to draw upon. I mean, that I had to imagine. The experience of displacement, I know, so that I could draw from my own experience. And I think it's something that everybody, or many people in America, many people in the world today experience in one form or another, because nobody lives in the place where they start, or very few people live in the place where they started out. And The Last Life is in that sense, I hope,
a universal story. It's hot, but it burns like ice, is how Catherine Breillat describes her latest film, Romance, a daring exploration of female sexuality from a female point of view. A critical and box office success in France in 1998, the film follows a young woman's quest for self-knowledge through physical and romantic love. Speaking from her hotel room in New York, the director tells Canape about her obsessive themes of love, sex, and death. En quelques mots, Romance, c'est comme une sorte de voyage assez hypnotique, je dirais, au pays du désir féminin, du désir et dans une sorte de quête initiatique en recherche d'identité sexuelle, en fait. Et moi, je me disais qu'il fallait faire un film dont le sujet soit essentiel. Un film, il y a toujours un côté romanesque qui est, on peut dire que Romance, c'est l'histoire de Paul et Marie. Depuis qu'on s'est rencontrés, tous les soirs, on est ensemble. Tous les soirs, je dîne en face de toi. Et je m'ennuie jamais. C'est ça. Tu m'aimes quand il y a une table de restaurant entre toi et moi. Tu trouves ça normal que je dorme même pas chez moi, que tous les soirs je découche pour un type qui me touche même pas? Depuis que mort, tu m'as pas touché. On a déjà parlé de ça. Bah oui, on en a déjà parlé, t'as juré que tu ferais quelque chose. Bah tu attends. Le déluge? Tu attends, c'est comme ça. Et si ça doit durer encore 3 mois, t'attends encore 3 mois. Y a pas que ça dans la vie. Marie vit une romance, c'est-à-dire une sorte d'illusion de l'amour, mais comme on en vit tous, puisque l'amour c'est un sentiment idéal en fait, l'amour est éternel. Dès que l'amour n'est pas éternel, c'est que ça n'était qu'une romance, c'est donc que ce n'était qu'une illusion. Mais cette illusion est très très forte, donc elle est suivie d'une désillusion tout aussi forte. Et elle est amoureuse, puisque c'est une illusion, de quelqu'un d'excessivement beau. Et finalement, elle est amoureuse d'une idole, de quelqu'un qu'elle n'aime pas. Simplement, c'est une idole pour elle. Elle ne le connaît pas, Paul. Elle est... Au moment où ils se sont rencontrés, ils ont simplement eu une attirance l'un pour l'autre. Solamente pienso en tu cuerpo dentro del mío. Estaba aquí pensando en ti. Y no puedo creer que te tengo. Estaba aquí pensando en ti. Y solamente puedo. J'espère que tu vas pas me faire une scène. Je te fais pas de scène. J'avais envie de danser, alors j'ai attrapé la première fille venue. J'ai même failli lui rouler un patin et le regarder comme un arbre de Noël. Et puis j'ai implanté l'eau que j'avais prise. Elle a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Alors tu vois, t'as rien à dire. Je dis rien. Et si j'apprends que t'en penses pour moi? Quand elle rencontre Paolo, qui est joué par Rocco Siffredi, et qui est tout ce que elle demande à Paul d'être, dans le fond. C'est un amant idéal, et physique, et sentimental. Et elle dit qu'il faut qu'elle le quitte très très vite, parce qu'elle ne veut pas tomber amoureuse. Si elle tombe amoureuse de celui-là, elle ne va pas se reconstruire, elle ne va pas aller à la recherche d'elle-même. Donc elle dit c'est une question d'intégrité. Et vous avez une fiancée? Elle est morte dans un accident de voiture. Ça fait 4 mois que je fais pas l'amour. Ben, c'est peut-être que vous êtes tous comme ça, alors. Mon mari, il est très bien, mais il est comme ça aussi. Ça l'intéresse pas. On essaye toujours de vivre l'amour d'une manière niaise, suave et qu'on appelle romantique. Mais je veux dire, ça ne dure pas. Je veux dire, on le paye, on sait bien que ça ne dure pas, que c'est plus âpre que ça, et qu'en plus, quand on atteint vraiment peut-être l'euphorie de l'amour, il y a un moment où cette euphorie même vous semble quelque chose qui n'est pas suffisant. Comme l'amour est un idéal, on ne l'atteint pas. Donc quand on croit qu'on l'a atteint et qu'on s'y repose, qu'on sent qu'on est dans un palier, qu'est-ce qu'on fait? On a la tentation de détruire, car on croit qu'on n'est pas heureux. On croit que tout d'un coup on est anesthésié,
on n'est pas dans le bonheur. Voilà, on ne l'atteint pas l'amour, c'est un sentiment idéal.